Bonjour à tous, ici Lucas Marchand pour une nouvelle série de slides. Les slides avec des tableaux, parce que les tableaux ce sont des faits et les faits vous permettent de prendre des décisions rationnelles et éclairées. Aujourd'hui, on va reprendre un petit peu les discussions qu'on avait lors de ma dernière vidéo. J'ai trouvé plein de nouveaux slides qui sont vraiment intéressants pour comprendre ce qui est en train de se passer. La situation est vraiment en fait incertaine et on ne sait pas où on va aller. Donc c'est important de s'appuyer sur des données concrètes, objectives, qui nous permettent d'être beaucoup plus rationnels dans notre analyse de la situation. Personne ne sait aujourd'hui où va aller l'économie. Est-ce que l'inflation va continuer? Est-ce qu'on va vers une dépression de l'économie, carrément une récession? Est-ce qu'on va vers une crise économique? Est-ce qu'on va vers un atterrissage en douceur, une réduction de l'inflation? Ceux qui vous disent qu'ils ont la réponse à cette question se trompent tout simplement parce que c'est impossible de savoir ce qui va se passer aujourd'hui car les données ne sont pas claires. En revanche, je pense qu'on peut dire que la direction générale qu'on prend à court terme, elle est plutôt claire. Il n'y a pas vraiment de signe que l'inflation est en train de ralentir de façon définitive. Et donc, le chemin le plus facile aujourd'hui, c'est une inflation qui continue et puis une économie qui continue à ralentir malgré une robustesse assez importante. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais donc vous présenter quelques slides et on va commencer par le pessimisme ambiant en fait, qui est quelque chose qui est très très fort sur le marché, qui est souvent un signe de bottom, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. On va voir pourquoi. Mais c'est quand même un signe qu'il y a une certaine capitulation qui a eu lieu sur le marché. Et cette capitulation, que certains attendent encore, j'ai eu des discussions avec Thomas Veillet récemment dans lesquelles on discutait de la capitulation et il pensait que la capitulation n'était pas encore arrivée. Et je suis en partie d'accord avec lui, mais je pense qu'une partie des investisseurs les plus juniors, des investisseurs les plus débutants sont aujourd'hui, soit ils ont complètement démissionné, soit ils sont figés et ils n'osent plus rien faire. Aussi parce que les analystes en général maintenant sont en train d'appeler à la prudence et de dire de ne surtout pas entrer sur le marché. Vision avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord dans la stratégie qui est la mienne, qui est de l'accumulation de patrimoine. Ça aussi, on verra pourquoi je suis plus enclin à acheter des actions maintenant que à la fin de 2021 ou au début de 2022. Donc ce tableau que vous voyez là sous vos yeux, c'est un tableau de Goldman Sachs qui explique que le retail, donc les petits investisseurs, auraient vendu toutes les actions qu'ils avaient achetées depuis 2 ans. Ça veut dire que, en fait, on est revenu à la case départ au niveau des achats d'actions. Donc une capitulation, en quelque sorte. Ce tableau, il est vraiment important, je pense, parce qu'on voit bien que les achats, donc le moment où la courbe monte, c'est en 2020, quand il y a eu le Corona Crash et quand on a eu cette fameuse vague de nouveaux investisseurs qui sont arrivés sur le marché, que moi j'ai vu dans ma maison d'édition. J'ai jamais eu autant de demandes de nouveaux investisseurs. Et je vous avais dit ça dans ma dernière vidéo. Ils sont arrivés pile au bon moment. Ils ont acheté exactement au bon moment. Le problème, c'est qu'évidemment, ils étaient débutants. Ils ont commencé à investir. Ils ont vu que leurs valeurs, leurs actions, leurs cryptos éventuellement doublaient, triplaient très rapidement puisqu'ils étaient sur des choses souvent assez spéculatives. On a aussi vu les bulles sur GameStop, sur AMC, etc. Vous connaissez probablement l'histoire. Et donc, quand on voit qu'on a du succès, on continue à investir, on continue à prendre plus de risques. J'ai eu des témoignages de personnes, ils se reconnaîtront peut-être s'ils regardent cette vidéo, qui me disaient « Ah, mais moi, je vais commencer à investir pour mes amis, et puis je vais prendre 10% des gains. » J'avais dit à cette personne à l'époque que ce qui était en train de se passer sur le marché n'allait pas durer. Et j'espère qu'il a écouté mes conseils, ou au moins qu'il a fait preuve de prudence dans ce qu'il faisait. Mais ça montre en fait l'état d'esprit qu'il y avait par rapport à l'investissement durant cette période 2020-2021. Et puis au fur et à mesure qu'on a la situation qui s'est détériorée, eh bien on voit la courbe qui descend et on voit les ventes du retail, donc des particuliers qui se débarrassent de leurs actions et qui donc capitulent en quelque sorte. Donc pour moi, ça c'est vraiment important de le comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs vous le voyez sur les actions les plus volatiles et aussi sur les cryptos où il y a beaucoup de particuliers. Les petites cryptos aujourd'hui, elles bougent quasiment plus, sauf sur quelques micro-poches parce que les gens n'osent plus mettre d'argent après avoir essayé d'acheter les dips, d'essayer d'acheter les baisses. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce que tous les gourous du trading disent qu'on est
en tendance baissière. Les gourous de la macroéconomie disent qu'on est dans une mauvaise situation, qu'il faut être prudent, etc. Donc vous avez la peur, vous avez l'émotion et vous avez des experts qui sont tout à fait légitimes, je tiens à le dire, qui vous disent faites attention. Donc tout ça, c'est des freins pour rentrer sur le marché. Et ça me fait penser qu'il y a une partie de la baisse des prix qu'on voit là qui est due à une espèce de pétrification des petits actionnaires qui avaient aussi beaucoup participé à cette hausse parce qu'en fait, ils achetaient quasiment sans réfléchir. Et donc, la hausse n'était pas seulement due à la liquidité, elle était aussi de la part des banques centrales, etc. Elle était aussi due à simplement une mode, une vraie, pour le coup, frénésie d'achat qui a eu lieu ces 2 dernières années. Jamie Dimon nous dit maintenant qu'on arrive vers un ouragan économique. Jamie Dimon, c'est le CEO de JP Morgan et il montre en fait, il est un très bon exemple de ce pessimisme qu'il y a en ce moment. On vient de le voir pour les retail, mais on le voit aussi pour les directeurs des plus grandes banques américaines eux-mêmes. Ils sont pessimistes. Certains analystes ou certains dirigeants peuvent être un petit peu plus optimistes que Jamie Dimon. Il a fait la une des journaux avec sa déclaration. Il a cité le terme d'ouragan. Et donc, il est un exemple vraiment frappant de l'état d'esprit aujourd'hui des acteurs économiques, qu'ils soient grands ou petits. Ça, c'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on va vers une récession économique ou pas, et à quel point elle sera violente. Est-ce qu'on va vers des faillites, des choses comme ça, scénario un petit peu catastrophe qui ferait plonger les bourses ou pas? Est-ce on pourrait imaginer un autre scénario qui est celui d'avoir une inflation qui se détend, un consommateur qui reste fort, et ça on va aussi voir un slide après qui nous montre que malgré toute cette inflation, malgré toutes ces difficultés, il y a encore de la demande qui est là. Et donc on a vraiment ces 2 scénarios qui se dessinent. Je crois que j'ai oublié de vous montrer un slide. Voilà, c'est le slide que j'ai piqué à Christophe Barrault qui a ici illustré un indicateur de confiance de l'Université du Michigan. Donc c'est la ligne rouge. La ligne rouge, elle vous montre quel est le degré de confiance des consommateurs américains. Et vous avez des barres verticales grises qui vous montrent où est-ce qu'on a eu des récessions. Et ce que vous voyez là, c'est que les consommateurs n'ont pas été aussi pessimistes depuis 2012. Donc ça fait près de 10 ans que les gens n'ont pas été aussi pessimistes que les consommateurs, pour être précis. Et en général, quand les consommateurs sont comme ça déprimés, on est dans une récession. Et là, c'est le paradoxe. Vous voyez, il n'y a pas de gris. Tout à droite de mon tableau, ça veut dire qu'on n'est pas encore en dépression, mais on a le moral dans les chaussettes. C'est difficile d'interpréter ces chiffres, mais ça veut dire en fait qu'on est dans un moment vraiment d'incertitude où les gens ont peur. Il y a une espèce de consensus baissier en bourse, il y a un consensus plutôt baissier sur l'économie en général, mais il y a une demande, une économie qui reste relativement forte par rapport à la situation, et ça fait qu'on ne sait pas dans quelle direction on va partir plus tard. Pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, on va arrêter de s'intéresser aux sentiments, on va s'intéresser à ce qui se passe réellement dans l'économie. Le tableau que vous voyez là, c'est l'ISM, les indicateurs ISM manufacturiers. Ce sont des indicateurs qui indiquent la santé de l'économie et qui nous permettent de prédire ou d'essayer d'anticiper ce qui va se passer dans l'économie. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo du fait que l'économie ralentissait et que ce genre d'indicateur était en train de baisser. Si vous regardez à droite du tableau 2020-2021, vous voyez qu'on a la hausse de l'activité économique, puis la baisse, en particulier à partir de la fin de 2021, avec ce risque de récession. Donc la question, c'est de savoir si vous passez en dessous de 50 sur un tableau comme ça, c'est dangereux. Vous le voyez en 2020, vous le voyez tout à gauche, c'est un petit peu caché parce qu'il y a mon image, mais vous voyez ce plongeon qu'il y a tout à gauche du tableau, ça c'est 2008. Donc c'est ce type de scénario-là qu'on craint. Peut-être pas descendre aussi bas parce que ce sont vraiment des crises existentielles qu'on a eues en 2020 et en 2008, mais peut-être descendre à la moitié de cette hauteur, même dans un cas relativement normal, sans grande crise type 2008. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette semaine, on a eu la publication des nouveaux indicateurs ISM. C'est les points que vous voyez tout à droite, où vous voyez les lignes bleues et les lignes violettes qui remontent un petit peu. Et ça, c'était un petit peu une surprise. En fait, ce que ça montre, c'est que l'activité économique reste relativement forte et elle a même un petit peu augmenté
au mois de mai. Et donc, c'est encore un indicateur d'incertitude qui dit non, le ralentissement n'est pas tout à fait clair. Ce que disent les gens qui participent à la création de ce rapport, donc c'est basé sur une interrogation des acteurs économiques, donc des dirigeants, des gens qui s'occupent des commandes dans les entreprises. On essaie d'anticiper comment ils voient le futur, on leur demande aussi de témoigner. Et donc, ce que beaucoup de dirigeants disent, c'est que la demande reste relativement forte. Ce qui est souvent difficile, c'est d'avoir les matières premières, le matériel pour assurer une réponse à la demande. Et ça, ce que ça montre, c'est que l'inflation qu'on a en ce moment, ça c'est vraiment hyper important à mon avis, l'inflation qu'on a, elle est beaucoup plus due à un supply, à une offre qui n'arrive pas à suivre. On le sait parce qu'on a aussi la Chine, par exemple, qui a fermé en partie son économie pour des raisons de Covid. On a aussi la guerre en Ukraine qui tire sur l'énergie et sur des matières premières en lien avec la nourriture. Et donc, ça se traduit dans les interviews qu'on peut faire avec les dirigeants où ils disent on a de la difficulté à avoir le matériel pour faire notre travail, on a des commandes, mais on n'arrive pas à les honorer toujours aussi vite qu'on voudrait à cause de ces problèmes de supply. Et donc là, c'est assez intéressant, ça veut dire que l'économie reste forte, malgré la hausse des prix, et qu'on ne sait pas très bien maintenant qui va lâcher en premier. Est-ce que ça va être le consommateur qui, devant cette hausse de prix, va finir par démissionner et dire « j'arrête d'acheter » et donc les prix vont finir par baisser parce que la demande va baisser? Ou est-ce qu'on va avoir une résolution par l'offre, la situation qui se détend peut-être en Russie ou en Russie-Ukraine, ou qui se normalise, ou un conflit qui s'enlise mais plus localisé, la Chine peut-être qui arrive à débloquer la situation de son côté, et à ce moment-là, on pourrait avoir un atterrissage plutôt en douceur, peut-être avec une petite frayeur économique, et la Fed et la BCE qui ralentissent leur resserrement monétaire, et ça serait le scénario plutôt optimiste. En tout cas, on est dans l'incertitude aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, je pense que c'est impossible de savoir de quel côté ça va tourner. Dans les discussions que j'ai eues récemment avec Thomas, vous regarderez cette vidéo, j'espère, si vous ne l'avez pas déjà fait, on a parlé du pétrole, et donc l'énergie est vraiment le nerf de la guerre sur ce coup-là. On a vu que l'énergie est quelque chose qui va rester cher a priori tant qu'il ne se passe pas un événement important, que ce soit particulièrement en Ukraine. Et donc, tant qu'on n'a pas un déblocage là-dessus, le cas de base, c'est que l'énergie reste chère. Maintenant, il faut que pour que l'inflation continue à augmenter très fort, comme elle le fait aujourd'hui, il faudrait que le pétrole continue à augmenter. Ça ne suffit pas qu'il stagne autour de 115 ou 120 $. Donc, voilà, il faut prendre bien ça en compte et comprendre que voilà, les choses vont se décider dans les prochaines semaines, les prochains mois, et que c'est très difficile de savoir de quel côté ça va tourner. Prendre un pari maintenant sur le pétrole, c'est un petit peu compliqué. Ça peut paraître le pari le moins risqué, mais il est quand même déjà très haut et on voit une certaine volatilité en ce moment, même s'il n'y a rien de décisif. J'ai autre chose à vous proposer en fin de vidéo pour investir dans les matières premières. Ça, c'est le prix du bois. Alors, pourquoi je vous montre ce tableau-là? Parce qu'on vous montrera toujours les tableaux, les graphiques de prix qui sont les plus spectaculaires. Alors, on va vous les montrer quand ça monte très fort ou quand ça baisse très fort. Mais on ne va pas vous raconter la suite de l'histoire. Et donc, ça va faire que quand vous regardez les médias financiers, vous n'allez avoir en général que les mauvaises nouvelles. Et puis, vous allez avoir l'impression que les mauvaises nouvelles s'accumulent. Ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Donc, vous voyez ce tableau du prix du bois. Si vous regardez juste les coupures de journaux, vous allez voir que vous aurez vu des articles qui vous diront que le bois est extrêmement cher, et ce sont les pics que vous voyez là sur ce graphique. Mais ce qu'on ne vous aura pas raconté, et ce qui n'aura pas fait la une des journaux ensuite, c'est que le prix du bois il est revenu à peu près à son niveau de 2020. Et ça, c'est important. Ça veut dire que l'économie quand même s'adapte et qu'il y a de la normalisation qui se fait au niveau économique, au niveau des prix. Et ça, ce sont des choses qui font plutôt tendre l'inflation vers une baisse. Je vous avais montré là dans ma dernière vidéo les voitures usagées. Aujourd'hui, je vous montre le bois. Et à la fois les voitures, à la fois le bois, ce sont vraiment les premiers biens qui ont fait
la une des journaux en vous disant que ça monte. Aujourd'hui, on vous montre le pétrole, on vous montre le gaz, on vous montre le blé. Mais ces actifs-là aussi, bien sûr, qui vont connaître une adaptation économique. Moi, je crois dans le libre marché. Et il y a quand même une partie de nos marchés qui sont libres et donc des acteurs économiques qui sont libres de réagir, d'agir pour s'adapter à des situations nouvelles. Ça, c'est inarrêtable et c'est ce qui arrive aussi pour ces actifs comme le pétrole. On est en train maintenant de voir, c'est encore invisible en fait, mais on sait déjà, vous pouvez partir du principe que beaucoup d'acteurs économiques sont en train de s'adapter à cette nouvelle situation. Vous pouvez peut-être même en parler autour de vous. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui m'expliquait qu'il voulait s'acheter une voiture et finalement, il s'est acheté une voiture électrique parce que, même s'il n'avait pas prévu de le faire, parce qu'il avait vu quand même les prix à la pompe, puis il s'était dit, bon, est-ce que c'était une bonne décision de sa part ou pas? Ça, je ne vais pas me prononcer. Ce que je peux dire, par contre, c'est que ça démontre que les gens répondent au stimulus économique qui est la hausse des prix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Où est-ce qu'on est réellement pour investir en bourse? Eh bien, on est dans une tendance baissière, c'est vrai. Donc, depuis la fin de l'année 2021, on est dans une tendance baissière. Je vous ai mis cette grosse flèche rouge, bam, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas au niveau, entre guillemets, technique, au niveau tendance sur le long terme. On est maintenant dans une phase de rebond qui ressemble en fait, c'est un petit rebond qui vous le voyez est dans la tendance. Donc ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de signification hormis à court terme. Et donc ça veut dire que acheter maintenant c'est un petit peu compliqué parce que vous êtes dans un entre-deux. Et puis comme on l'a vu, la situation économique est difficile à lire. Donc là même moi Lucas Marchand, je vous donnerais plutôt un conseil de prudence. Je pense que le bon moment pour acheter, si on voulait acheter ces temps-ci, c'était tout en bas, vers 3800 points, tout à droite en bas, vous avez une longue bougie rouge, une espèce de fil rouge qui va bas. C'était une période de panique qui a eu lieu sur à peu près tous les marchés, y compris les marchés crypto. Je ne dis pas que vous allez attraper le bottom, je dis juste qu'à ce moment-là, tout le monde était en panique. Vous aviez des gros titres, vous aviez Terra Luna, vous aviez le Nasdaq qui s'effondrait, tout ça. Et puis vous aviez beaucoup de bruit, de peur sur le marché. Moi, de mes thermomètres pour ça, c'est Twitter. Quand vous voyez sur Twitter qu'il y a de la jubilation devant la baisse de ceux qui prédisaient ça depuis longtemps, et puis qu'il y a beaucoup de calme de la part des gens qui sont haussiers, on sait que c'est un signal qui est assez fort. Et puis on a aussi la titraille dans les journaux spécialisés, et même dans les journaux mainstream. Donc ça, s'il y a des moments pour acheter dans des situations comme ça, dans une tendance baissière, c'est au moins d'acheter quand c'est particulièrement tendu. Ce que j'ai fait, par exemple, moi je suis rentré enfin, depuis longtemps j'attendais ça, je suis rentré sur ARK Innovation. Est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort? Je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, je suis évidemment très bien positionné par rapport à ce prix de court terme, mais c'est un prix de court terme et moi, je suis un investisseur long terme. Donc, ARK, je l'ai acheté autour de 40, je crois, $40. Je l'ai acheté en 2 fois pour l'instant, à 38 et à 40, je crois. Il est autour de 45. Mais moi, ce que je veux, c'est le vendre au moins à 70, quoi. Donc, pour moi, tant qu'on ne sort pas de ce canal baissier que vous voyez là, tant que la hausse qui a démarré ne va pas au moins plus haut que le dernier plus haut, c'est-à-dire 4700 points, c'est énorme, je sais, mais c'est ça en fait qu'on attend. Et tant que ça n'est pas arrivé, il n'y a rien de vraiment sérieux qui se passe en fait. Et on peut partir du principe que la tendance baissière va continuer, et moi je serai là pour acheter la prochaine baisse si on va au-dessous de $38 par exemple pour ARK, ou au-dessous de 3900, 3800 points sur, en l'occurrence, le S&P. Donc voilà un petit peu comment moi je raisonne pour construire mon patrimoine à long terme sur les valeurs que j'aime bien et qui me paraissent prometteuses à 5 ans. Il y en a une autre qui me paraît prometteuse à 5 ans. Je comprends que vous ne voulez peut-être pas acheter ARK, peut-être que vous avez peur, parce que peut-être que vous avez entendu que Cathie Wood est une escroc et que c'est horrible. Et bien dans ce cas-là, vous avez peut-être envie de miser sur les matières premières. Moi, voilà, sur le pétrole, je suis un petit peu... Je pense que c'est possible que ce soit un bon trade, mais moi, j'aime pas acheter quelque chose qui est comme ça euphorique et comme ça présenté comme une évidence. Donc, je suis plutôt sur quelque chose qui est un petit peu moins évident, mais qui est très, très solide. C'est le cuivre. Le cuivre, pourquoi c'est important? Le cuivre, c'est important parce que c'est très utile pour l'électrification de l'économie. Et c'est un matériau qui est indispensable pour l'électrification, pour les voitures électriques. Et donc, on sait déjà aujourd'hui que avec l'essor des voitures électriques, on va devoir électrifier et
intensifier notre réseau électrique. Et ça va demander des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de cuivre. Ce qui est intéressant dans ce graphique, et je suis un peu fâché de ne vous le présenter que maintenant, parce que j'y pense depuis plusieurs jours, et ce qu'on voit dans le graphique à droite, vous voyez que le prix du cuivre a baissé. Et pourquoi il a baissé? Parce qu'on avait peur d'un ralentissement économique, et à court terme, donc, le cuivre, c'est très susceptible à ça, et parce que c'est lié à la consommation, en fait. Et donc, on a eu cette baisse, et justement, je pensais que c'était un bon moment pour aller sur ce cuivre qui, à long terme, est très haussier. Et donc, là, maintenant, évidemment, hier, il a fait, je crois que c'était hier, il a pris quasiment 10%. Donc voilà, c'est un peu moins sexy qu'avant, mais ça ne change rien à l'hypothèse d'investissement, qui est que le cuivre, alors, premièrement, c'est un matériau dont la demande augmente à cause du changement de nos économies vers quelque chose de plus, entre guillemets, vert. Et donc, on sait qu'on va devoir électrifier nos économies et ça va se faire dans le monde entier. Donc, le cuivre est déjà très demandé maintenant et il sera encore plus demandé dans le futur. Et on ne parle pas de quelques mois, on parle d'années. Sur les prochaines années, 5-10 ans, on va avoir besoin de plein de cuivre. On sait aussi que le cuivre, la production de cuivre est très limitée et qu'il y a beaucoup de vents contraires sur la production de cuivre. Donc ça va être très difficile, voire impossible pour les producteurs de cuivre de suivre cette demande. Donc la seule manière de résoudre cette équation, c'est de faire monter le prix du cuivre. Et pas un peu. À long terme, on peut s'attendre à le voir doubler, tripler, quelque chose comme ça. Par contre, comme vous le voyez, à court terme, par exemple, on l'a vu baisser pour des raisons conjoncturelles. Donc c'est un pari de long terme, il faut bien prendre ça en compte. C'est des paris parfaits pour quelqu'un comme moi qui investit sur le long terme. Donc quand il était dans son creux, encore à 4,30 hier ou avant-hier, c'était parfait. Mais je vous montre quand même ce tableau aujourd'hui parce qu'on reste quand même plus bas que les plus hauts qu'il a atteints assez récemment. Et donc on peut se voir aller encore beaucoup plus haut, et là vous l'avez au moins pas sur un sommet. Je vous invite à vous renseigner un petit peu sur le cuivre, c'est très intéressant. J'espère vous faire une vidéo complète sur le sujet un jour, parce que l'hypothèse d'investissement est vraiment extraordinaire, à mon avis beaucoup plus extraordinaire que pour le pétrole, qui a déjà maintenant beaucoup monté. Moi du pétrole j'en avais acheté quand il était tout en bas, j'ai vendu à peu près tous mes investissements dans ce domaine-là quand le pétrole était à $90, $90. Et maintenant je suis en dehors et il me fait un petit peu peur, donc je cherche d'autres idées pour investir dans les matières premières. Vous pouvez investir dans le cuivre à travers des ETF, je pense que c'est la manière la plus simple de le faire. Vous trouvez ça chez votre courtier. Ce n'est pas un conseil d'investissement que je vous donne, c'est une piste de réflexion. À vous de savoir ce qui est bon pour vous et votre situation. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous intéresse et que ça vous plaît. J'espère aussi revenir très souvent avec des informations, des slides, des graphes pour vous aider à comprendre ce qui se passe, puis pour essayer de traduire un petit peu ce tumulte ambiant qu'on connaît actuellement. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, ça ne vous coûte rien et ça me fait plaisir. Je reviens très bientôt avec plus d'interviews et plus de commentaires de marché. Merci à vous et très bonne journée.